Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bah, écoutez, normalement ce soir on reçoit Michel Toula, qui est un profil un peu différent des gens qu'on reçoit habituellement, puisque lui est plus dans le syndicalisme. C'est un cadre de santé qui constate et voit beaucoup de choses, qui est témoin de beaucoup de choses, qui en plus a fait des enquêtes personnelles et qui a constaté l'utilisation de la sécurité sociale pour littéralement voler le peuple français. Alors, c'est particulièrement intéressant et c'est pour ça qu'on avait prévu cette soirée ensemble, mais à l'heure qu'il est, il n'est toujours pas là, alors qu'on demande toujours que les gens arrivent 5-10 minutes avant. Là, il n'est toujours pas là, donc je ne sais pas si cette émission va avoir lieu. En attendant, donc, il a découvert des schémas dans lesquels un médicament qui vaut 100 euros sur le marché est revendu par la sécurité sociale à 4 000 euros, voire même à 40 000 euros. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Ça veut dire qu'en fait, le prix officiel que la sécurité sociale va appliquer fait que ce que vous allez rembourser comme la partie que les gens remboursent est déjà supérieur au prix du médicament qui a été acheté par la sécurité sociale. Donc c'est une énorme escroquerie qui touche beaucoup de domaines parce que quand on voit cette mode-là du transgenre, tout est fait au niveau scolaire pour amener le plus d'enfants possible à se mettre sous traitement médical le plus jeune possible. Et bon, il est bien évident qu'à la fin, c'est l'ensemble du peuple qui paye tout ça. C'est pas le principe même de la sécurité sociale, ça veut dire faire payer à tout l'ensemble du peuple les soins pour une personne. Alors, quand vous voyez que ces enfants qu'ils arrivent à traumatiser pour qu'ils changent de sexe, ça va coûter entre 4 et 500 000 euros, sans compter que ça leur raccourcit la durée de vie. Il y a toujours toute une partie derrière qui n'est pas dite. Et donc, ce qui n'est pas dit à ces enfants, c'est que ça va leur faire une vie beaucoup plus courte. Ce qui n'est pas dit non plus, c'est que l'attaque endocrinienne du système endocrinien par ces médicaments va les perturber psychologiquement, encore plus qu'ils le sont déjà, puisqu'ils ont accepté ce genre de choses. Et donc, on voit que le principe de sécurité sociale, c'est un véritable pillage du peuple qui se fait, et ça rentre toujours dans la poche des politiciens. Regardez les salaires des ministres de la Santé, regardez les salaires qu'ils donnent aux dirigeants de la sécurité sociale et ainsi de suite. Et vous voyez que c'est une chaîne qui se remplit les poches à partir d'escroqueries évidentes. Alors, Monsieur Toula est un cadre de santé qui s'est opposé au Covid, qui s'est opposé aux injections, qui a donc dû démissionner et abandonner un peu son activité directement à l'intérieur de l'hôpital. Il travaillait, je ne suis pas sûr si c'est Guadeloupe ou Martinique, et manifestement, il a reçu des pressions énormes et aujourd'hui, il voudrait bien dénoncer une grande partie de tout ce qu'il a constaté et vécu. Et donc, pour nous, c'est quelque chose d'un peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de parler avec des syndicalistes et en plus un cadre dans le domaine de la santé, donc quelqu'un qui a quand même un bagage et des connaissances a priori. Donc, c'est quelque chose d'intéressant pour notre culture générale, mais qui ne rentre pas dans le programme des débats qu'on instaure avec un peu tous ceux qui souhaitent se présenter aux prochaines élections ou y participer d'une manière ou d'une autre. En revanche, le travail qu'on a avancé déjà sur le courrier à rédiger pour les maires est en bonne voie, en tous les cas d'un premier brouillon qui va être affiché donc mercredi après-demain, non demain soir, et que je crois qu'on pourra finaliser.
Il nous faudra juste encore les symboles, ce qu'on appelle les logos de chaque mouvement qui participe ou qui va participer, de façon à ce que les gens se rendent compte qu'ils ont affaire à quelque chose de particulièrement important et que ce message qu'on va diffuser auprès des maires et de leurs administrés va avoir toute son importance. Alors, Michel Poula vient d'arriver, donc ça va me permettre, écoutez Michel, puisque vous êtes là maintenant, je vais vous laisser la parole, vous allez vous présenter un peu parce que les gens ne vous connaissent pas du tout et vous ne faites pas souvent d'émissions comme ça. Et donc, j'ai dit un peu en prenant le risque que vous étiez soit de la Martinique, soit de la Guadeloupe, mais de la Martinique. De la Martinique, d'accord. Je vous laisse vous présenter. En fait, on commence à avoir pas mal de monde qui voudrait bien qu'on rentre un peu plus dans les détails parce que le titre, comme vous l'avez vu, je l'ai annoncé parce que c'est, à mon avis, complètement anormal que les gens payent des tarifs absolument fantastiques pour des produits et que ça, c'est le travail de la sécurité sociale qui est en fait de compléter les impôts, les taxes, les radars et tous les moyens de soutirer de l'argent aux gens, y compris donc leur maladie finalement. Donc voilà tout ce que j'ai dit pour nous présenter en disant que vous aviez un peu de retard. Maintenant que vous êtes là, bienvenue à vous. Et je vous laisse maintenant vous présenter vous-même parce que les gens ne vous connaissent pas du tout. D'abord, un petit peu depuis le début, c'est-à-dire comment vous êtes entré dans le domaine de la santé. Et, voilà, je vous laisse raconter votre... Alors, bon, je suis donc Chimbi, c'est mon nom africain, Michel Toula, donc je suis cadre de santé retraité du CHU de Martinique. Et j'ai donc, je suis rentré à l'hôpital, à la Salpêtrière, il y a déjà une 40 et quelques années, 50 années maintenant. Et puis, donc, j'ai fait toute ma carrière, j'ai fait une grosse partie de mes 13 premières années à la Salpêtrière. Après, j'étais à Saint-Louis. Et puis, je suis revenu en Martinique pour créer mon entreprise, qui était dans le tourisme. Et puis, donc, j'ai renoué avec le milieu médical et j'ai fini ma carrière comme cadre de santé en imagerie médicale. À côté de ça, dès le départ, en fait, le contexte à la Salpêtrière a été un peu particulier et j'ai eu l'occasion de me former et d'être délégué du personnel. Donc, je suis un syndicaliste convaincu et ça fait partie des choses qui m'ont amené jusqu'ici. Alors, pourquoi j'ai été très intéressé par cette campagne de 2016 de 110 cancérologues avec Médecins du Monde. Et puis, il y avait une association, je ne sais pas si c'est UFC ou bien si c'est Que Choisir, enfin bref, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. En tout cas, il y a une grosse campagne qui a été faite et 110 cancérologues qui dénonçaient très vivement avec des grandes affiches qui auraient dû être faites en 4x3 partout en France et ça a été censuré. Ils ont été censurés déjà, mais c'est donc 2016, vous voyez que ça va faire 10 ans. Et c'était assez impressionnant parce que dans les éléments qu'on peut retrouver facilement sur Internet, vous verrez qu'il parle par exemple de médicaments qui étaient vendus sur le marché international à 100 et quelques dollars en Inde et que la sécurité sociale en France achetait 20 000 euros. Donc, ça fait quand même quelque chose d'absolument incroyable. Et ça concerne énormément de médicaments. En tout cas, tous les médicaments anticancéreux sont comme ça. Et là, j'ai eu l'occasion de refaire une petite recherche parce que par rapport à cette intervention, et je vois que jusqu'en 2025, d'ailleurs, il y a encore un article de l'UFC Que Choisir
qui vraiment dénonce, dénonce ces faits-là de pillage de nos médicaments. Hein. C'est l'UFC Que Choisir qui présente ça avec des chiffres, mais qui sont impressionnants. Hein. C'est-à-dire qu'ils disent, par exemple, que que les médicaments anticancéreux, ça représente plus de 2 milliards d'euros en 2024, 5% des dépenses de médicaments remboursables. Et bon, ils prennent un exemple d'un produit qui s'appelle le Ketudra, c'est encore plus faramineux que ce que je pensais, c'est-à-dire que il est jusqu'à 70 000 euros par patient et par an. C'est le coût du produit. Et le médicament, il s'appelle comment? Ketudra, K-E-Y-T-R-U-D-A. Ketudra. Donc, pour vous tuer, 70 000 euros par patient, et c'est pas le pire, hein, parce que en plus, donc ils disent que eux, Que Choisir, cette transparence est d'autant plus nécessaire que les analyses indépendantes estiment qu'un prix équitable du Ketudra pourrait se situer entre 52 et 885 euros. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Pourquoi un médicament qui est vendu en Inde à 100 euros, la sécurité sociale, pourquoi elle l'achèterait à 2000 euros? À 20 000 euros. Alors, justement, je vais y venir. C'est une fausse facture ou c'est quoi? Eux, ils parlent encore d'un cas qui s'appelle le Zolgensma contre l'amyotrophie spinale. Enfin bref, c'est aussi pareil. Hein, une large part de la recherche fondamentale sur ce traitement vient du CNRS et de l'AFM Téléthon. Mais le traitement ne reste pas moins commercialisé en accès précoce au prix affiché proche de 2 millions d'euros pour une injection unique. C'est pas moi, hein. Je n'y suis pour rien. C'est UFC Que Choisir et c'est un article qui date du 18 septembre 2025. Ah oui. D'accord, vous cherchez prix médicaments UFC Que Choisir et vous allez trouver l'article. Donc, je n'y suis absolument pour rien. C'est pas quelque chose que j'invente. Et donc, ça vient confirmer en fait que depuis 10 ans, il y a un pillage, mais je ne dis même pas un pillage parce qu'on a déjà vu des pillages, mais là, c'est carrément une exagération, c'est quelque chose d'incroyable. Je veux dire que n'importe quel père de famille, n'importe qui, quand tu as un budget à gérer, si tu as besoin d'acheter un médicament ou tu as besoin d'acheter quelque chose, tu te réfères aux lois du marché. Tu vois que la chose coûte 200 $. Bon, si on te la propose à 300, tu vas dire, bon, il y a les frais d'approche. À 400, tu vas commencer à tiquer. À 500, tu vas dire, bon, la marge, elle est un peu grosse. Mais là, quand ça passe à 20 000, surtout que c'est le CNRS et qui fait la recherche, qui participe à la recherche. Donc, on paye pour le CNRS et on paye après. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les sociétés pharmaceutiques ont trouvé le filon génial, c'est de dire que en fait, ils vont faire payer, ils font payer à la demande, c'est-à-dire à la demande du marché, au prix du marché. C'est-à-dire que le prix qu'ils vont vendre en Inde va être différent du prix qu'ils vont vendre en France, parce qu'ils négocient ça avec le marché. Donc ça veut dire que on a des économistes au niveau de la sécurité sociale, on a on a des gens qui quand même travaillent dans les hôpitaux, on a des chirurgiens, d'ailleurs les chirurgiens avaient averti, et ça devient une gabegie totale, c'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent pas, n'arrivent pas à payer un médicament au prix du marché international, c'est-à-dire que soit ils sont corrompus, soit on les menace, soit je sais pas qu'est-ce qui se passe avec c'est une mafia, hein, puisque ça ne peut pas être autrement. Et c'est bon, là encore, je m'excuse, hein, c'est pas des termes
que j'emploie comme ça en l'air, je t'ai envoyé les éléments qui prouvent que ce sont donc que les multinationales sont pharmaceutiques en tout cas sont des multirécidivistes, ont été condamnés, et même en ce qui concerne notamment les États-Unis et le fameux scandale des opioïdes, il y a plus de 500 000 morts. Hein. Plus de 500 000 morts. Donc, en fait, on a des gens qui sont payés, qui ont le droit de tuer, et on le voit très bien. Et ils arrivent, et donc là, on a vu avec le Covid ce que ça a donné, c'est-à-dire ce sont ces mêmes personnes à qui on confie, lorsqu'il y a une crise, on sait pas, avant, on ne savait pas si elle était fabriquée ou pas, mais sachant qu'il y a une crise, tu ne vas pas confier au premier mafieux du coin, multirécidiviste, condamné, mais condamné sans jamais leur interdire de continuer, quoi, sans jamais confisquer le matériel, sans jamais les attaquer, enfin bon, mettre en prison. Ils sont condamnés, ils payent 2, 3 millions, 5 millions, 20 millions, enfin bref, ils s'en foutent, puisque de toute façon, quand tu fais 20 milliards de bénéfices, si tu dois payer 20 millions de condamnation, bon, c'est 1 pour 1000. Hein, donc, en fait, ça rentre dans le business plan. Hein. Et en fait, moi, je crois que à un moment donné, nous, les travailleurs, en tout cas, c'est pour ça que je pense que ça part des travailleurs, parce que c'est nous qui faisons ça. Hein. C'est nous qui fournissons la main-d'œuvre, c'est nous qui fournissons, qui injectons, c'est nous qui sommes là pour recevoir les commandes. Donc, nous connaissons tout ça par cœur. Nous le connaissons par cœur, sauf que nous n'avons plus les moyens de nous opposer à ça. Pourquoi? Parce que nous avons perdu notre force. Nous avons perdu notre force syndicale en tant que travailleurs. On ne peut pas admettre qu'on injecte comme ça des produits à des gens c'est-à-dire que 500 000 euros, c'est le prix d'un scanner. Hein. Moi, je suis en imagerie médicale. 500 000 euros, c'est le prix d'un scanner. Et donc, c'est le prix d'un traitement. Je ne sais pas si tu vois un peu l'aberration, quoi. Oui. Ouais. Mais d'un autre côté, la corruption, on ne peut pas l'éviter. On est dans un système basé sur la corruption. Et donc, avec nos médecins, ils piquent sans poser de questions. Tous ceux à qui on demande de faire, ils le font sans poser de questions, pourvu qu'il y ait immédiatement l'intérêt économique. Le souci de ça, c'est que quand même, on a des organismes de contrôle. Oui, mais c'est les mêmes qui corrompent, qui créent là aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Rotaillot lui-même qui l'a dit dans un truc dans une grande émission à une grande heure d'écoute. Ce sont les puissances financières qui corrompent, y compris jusque dans l'administration de l'État. Donc le ministre de l'Intérieur l'a confirmé lui-même, et c'est lui qui est en charge de combattre la corruption. Il sait, puisqu'il le dit, il sait que ce sont les puissances financières, et il avoue son incompétence ou son incapacité à y faire quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, je pense que on ne peut pas tous continuer, parce que tu imagines bien que si tu payes 500 000 euros pour une injection, pour un produit, pour soigner une personne, et que derrière, toute la chaîne de soins est pourrie, c'est-à-dire que les gens qui soignent les malades tous les jours n'ont pas de médicaments bon marché, n'ont pas de matériel de soins, n'ont pas n'ont pas de personnel n'ont pas assez de personnel auprès des patients, etc. Donc, quand on parle de la vie qui est chère et du manque de matériel, du manque de choses, de ces trucs-là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est parce qu'on est dans un système où il y a des gens qui se goinfrent, et littéralement, et qui c'est même pas malhonnête. Je veux dire que c'est illimité, c'est dans l'infini.
Donc, je pense que c'est un biais. Si on attaque l'argent, justement, cette corruption va tomber. Parce que, et comment on peut le faire? Parce que, justement, eux-mêmes le disent. Moi, je pense qu'il faut demander aux agences de contrôle, aux gens qui font ça, leur dire comment pouvez-vous être compétent à votre poste si vous achetez 70 000 euros quelque chose qui en vaut 1000. Mais s'ils étaient compétents à ce poste, en imaginant qu'ils le soient, ils n'auraient jamais été nommés à ce poste. On peut nommer à ce poste que des gens qui vont accepter la corruption. Donc, en fait, il faut que nous exigions, mais comme là, pour les... au niveau du gouvernement. Non, non, non. Nous, au niveau, je pense que ça ne peut pas venir parce que on va faire tout un tas de trucs au niveau du gouvernement, au niveau des partis politiques, même au niveau des syndicats, etc. Mais je pense qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait une seule unité, c'est-à-dire qu'on ait des questions simples, à savoir où se trouve la faille de compétence pour arriver à une telle gabegie. D'accord? Justement, cette faille de compétence, elle part du haut, puisque c'est le haut qui choisit les organismes qui vont contrôler, qui vont inspecter, et qui nomme à leur tête les gens qui vont aller dans le sens qui les intéresse. Non, moi je pense qu'elle part du bas, au contraire. C'est-à-dire que, à force que nous, travailleurs, hein, moi j'ai eu l'occasion aussi, je me suis retrouvé des fois à devoir choisir et à me retrouver à choisir et à faire des concessions au système. Hein. On est tous dedans. C'est ce que je voudrais bien que les gens comprennent, c'est qu'on est tous dans la même barque, on est tous embarqués dedans et que c'est nous, les travailleurs, qui faisons tout ça. Ça ne sort pas, c'est pas M. Macron qui le fait, c'est pas M. Poutine, c'est pas M. Machin, c'est nous qui le faisons. Donc à partir du moment où nous le faisons, nous savons faire autant de grosses conneries et de donner les moyens pour qu'on nous tape dessus dès qu'on ouvre la bouche pour le dire, nous savons faire autrement. Si on peut faire autant de mal, nous savons faire autrement. J'avais pris l'exemple de la personne qui arrosait les plantations là, avec les produits chimiques. Plantation, donc, où on disait où c'était, attends que je retrouve le truc là. Tu te souviens de ce truc-là? Oui. Hein, où il disait qu'en fait, nous sommes la seule espèce sur la Terre à mettre du poison sur la nourriture pour empêcher que les animaux la mangent, pour ensuite nous-mêmes la donner à nos enfants. Oui. Bon, mais là, ce que moi je vois, c'est que c'est un travailleur qui est payé au SMIC, ou peut-être moins, parce qu'il est peut-être dans un pays machin, mais qui empoisonne le sol, la terre, parce qu'on va nous dire qu'il n'a pas le choix. Donc, si nous n'arrivons pas, si nous les travailleurs... S'il ne le fait pas, il est viré. Voilà, donc, donc ça veut dire que si nous, salariés, nous n'arrivons pas à nous organiser pour empêcher ça, forcément, derrière, on va continuer à bouffer de la merde et puis à se retrouver avec des gens de plus en plus corrompus. Donc, en fait, comment, je vais dire, pour être bref, parce que comme tu dis, j'ai tendance à trop parler, pour être bref, en fait, ce que moi je m'aperçois, c'est que tout le travail qu'on fait, tout le produit, le PIB qu'on fait, c'est, je ne sais plus combien, 3 000 milliards finalement. Quand on a fini toute l'année, on se retrouve avec moins 110%, on a moins 20% on a créé, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, on a créé 20% de dette. Mais en fait, c'est-à-dire que tu n'as pas encore commencé à travailler, que tu sais déjà que tu dois payer de l'argent. Et tes enfants qui n'ont pas encore commencé, que tu vas éduquer, etc., on est en train de les mettre en route pour qu'ils continuent à fonctionner dans ce système. Donc, je crois que faut que ça vienne de quelque part. Et je pense que le meilleur endroit pour que ça puisse venir, c'est le seul endroit qui ne va pas changer, quel que soit le parti politique, quels que soient les gens
qu'il y a autour. Et moi, je prends l'exemple de l'hôpital. Quand tu travailles à l'hôpital, tu travailles avec des collègues, tu travailles avec des gens qui sont rouges, verts, jaunes, qui sont asiatiques, qui sont bouddhistes, qui sont témoins de Jéhovah, qui sont islamistes, qui sont catholiques, qui ont des gens qui ont il y en a qui sont intelligentes, il y en a qui le sont moins, donc c'est dans le travail qu'on retrouve tout le monde. Et pourquoi? Parce qu'on cherche la compétence. C'est-à-dire celui qui va faire le meilleur travail. Et dans le travail, on a de plus en plus tendance, effectivement, pour soigner parce que bon, on a besoin de sous à la fin du mois, on a besoin de payer notre retraite, payer de ceci, payer cela, payer cela. Donc, en fait, on sacrifie. Nous, pour nous, personnellement, on se retrouve individuellement à nous sacrifier et en fait, c'est l'ensemble. Oui. Et en même temps, vous sacrifiez les valeurs éthiques et les valeurs morales. Voilà. Donc, voilà. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas payer le loyer à la fin du mois. Donc, il faut, moi je propose, c'est pour ça que je dis que si, par exemple, on a vu pour le Covid, hein, on a vu qu'il a suffi que les mecs, qu'on nous fasse peur, et tout le monde est resté chez lui. On pouvait même pas sortir tellement. Alors, je reprends le truc comme pour les enfants, c'est-à-dire qu'on avait peur de dehors du grand méchant virus. On s'est retrouvé à se cloîtrer chez soi par peur du grand méchant virus et à demander à ce qu'on vienne, que la loi, on nous a dit, on va venir vous donner à manger, on va vous prêter de l'argent pour que vous alliez faire uniquement des courses là où on veut dire de le faire, acheter ce qu'on vous dit de faire, les essentiels, c'est-à-dire les essentiels. Hein. Ça a toujours été les grandes surfaces, hein. Ça n'a jamais été les petits. Il y a eu 3, si je ne m'abuse, hein, 3 confinements. À chaque fois, il n'y a eu que les grandes surfaces. Hein, c'était eux les essentiels. Donc, il faut revenir à nous, prendre nous nos essentiels et dire qu'on n'a pas peur. Qu'est-ce que ça nous coûte? On a été confinés. On a vu le résultat. Donc, si à partir d'aujourd'hui, on dit que nous, on se confine nous-mêmes et qu'on va vers nos essentiels, c'est-à-dire vers là où on va bien manger, là où on va bien boire, et qu'on arrête avec ces entreprises-là, mais pourquoi on aurait peur? Michel, vous retrouverez le même système de corruption à tous les niveaux, y compris dans ces grandes surfaces, y compris au restaurant. La serveuse qui fait tomber le steak qu'elle doit amener au client, bah, elle va le passer vite fait sous l'eau et le servir au client, même s'il est tombé par terre sur les crottes du chien. C'est comme ça et c'est partout, parce que sinon son patron va la virer. Et donc, par la corruption, les gens sont obligés de rester à leur place. Et leur place, c'est une place de soumission. Non. Tu sais, moi je suis persuadé que bon, ça va venir, de toute façon, ça va venir que d'une seule chose, ça va venir des femmes. Parce que les femmes, elles peuvent gérer ce truc-là en une génération. C'est-à-dire que, comme ce sont les femmes qui éduquent les enfants, il faut qu'on recommence à apprendre ce que c'est que la vérité. Toutes les mamans disent alors, tu ne mens pas, tu ne me mens pas. C'est après que les enfants s'aperçoivent que la maman elle ment, que le papa il ment, que le tonton il ment, que le beau-frère il ment, que tout le monde ment. Et que lui, s'il a envie s'il ne veut pas être puni parce qu'il a fait une faute, il faut qu'il mente. Il faut qu'il joue. Donc, en fait, évidemment que ça va loin. Mais je crois que, comme on veut parler dans le concret, je pense que le concret, c'est quand même, quand on voit cette gabegie et quand on voit ça, c'est là d'attaquer à cet endroit-là. C'est cet endroit-là, c'est là où il y a l'argent et c'est là où il se goinfre. Il faut attaquer là, c'est-à-dire dire simplement, on ne peut pas accepter que des politiques, que des gens qui gèrent la sécurité sociale puissent permettre, pendant qu'il y a, d'un côté, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de matériel, on manque de tout pour soigner les gens, on manque de médecins, on manque de lits, etc., etc. Et de l'autre côté, vous allez payer pour la recherche au niveau, on paye pour la recherche au niveau du CNRS,
Et quand la recherche a abouti, on repaye de plus. Vous avez une industrie qui, comme elle ne peut pas, elle ne pourra pas, elle ne peut pas facturer 3 000 euros ou 20 000 euros à un particulier. Donc, elle va se servir dans la Sécu. Oui. Parce que s'il fallait qu'elle paye, qu'elle dise aux gens, à quelqu'un, bon, ben, pour te soigner, il faut que tu payes 20 000 euros, comme aux États-Unis. Celui qui peut, il peut, celui qui ne peut pas, il va mourir. Là, ils ont trouvé la parade, c'est que nous, comme tout le monde met dans le pot qui s'appelle la sécurité sociale, ouais. Ils ne te disent pas à toi que tu vas payer 20 000 euros, ils te disent le remboursement, tu es remboursé à 100%. Donc tout le monde est d'accord avec ça. Bien Mais sûr. en fait, le remboursement à 100%, c'est un remboursement qui se fait à 20 000%. Tout à fait. D'accord? Donc là, il y a une différence. Entre 100% et 20 000%, il y a une différence quand même. Donc, pour revenir à des choses convenables, et tout est planqué par les industries négocient ça avec les responsables de la sécurité sociale. Ils machinent ça et c'est en complète opacité, puisqu'on te dit que c'est le droit des affaires. Oui, mais ils ont fait les lois au fur et à mesure pour se protéger par avance. Et donc, le secret des affaires permet de faire énormément de choses en cachette. Mais bon, vous ne croyez pas quand même qu'il faut remonter à ceux qui ont créé ce système? Quand vous écoutez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion récemment d'écouter, il y a quelques jours, au Parlement européen, il y a eu une intervention de Naomi Wolf qui a exposé ce qui a été trouvé dans les rapports de Pfizer et qui explique très clairement, c'est évident pour tout le monde, une fois qu'on a écouté tout ce qu'elle a découvert et qui est le travail de 3500 médecins qui sont associés pour rédiger ce résumé. Eh bien, il est évident que c'est une volonté qui vient de très haut de tuer le plus de monde possible. Et en même temps que cette volonté, elle est appropriée par les gouvernements, qui eux-mêmes ont participé, qui eux-mêmes, on a entendu combien de fois nos ministres, nos présidents dire il faut absolument se vacciner, c'est sûr, etc. Or, ils le savaient avant que non, que c'était ni sûr ni rien et que c'était une participation directe à un génocide mondial. Oui, c'est pour ça. Ça a été dénoncé par pas mal d'avocats et curieusement, aucune cour, ni la Cour européenne, ni la Cour internationale ne prend en compte toutes ces dénonciations. Or, il y en a en France, en Allemagne, en Italie, il y en a partout. Oui, et même si, je veux te dire, tu vois bien que c'est pour ça que c'est pas la peine d'aller chercher, on ne pourra pas aller chercher là-haut, puisque même quand ça se passe, même quand il y a des morts, et je vais changer de sujet, mais c'est la même chose pour moi, parce que je prends l'exemple de condamnation de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc. Les mecs, ils te font un bras d'honneur et puis c'est fini. Donc, en fait, là, les gens, on a effectivement, on regarde Rainer Fulmich, il est en prison. Regarde, alors bon, on peut machiner, mais en tout cas, Michel Rivasi, donc je suis choqué parce que je comprends pas, mais bon, bon, voilà, les mecs te dégomment. On a vu en France, c'est pareil. On a vu ce qui est arrivé à Raoult, à Fouché, à Péronne, à tous les gens. On a vu ce qui est arrivé aux avocats. On a vu ce qui est arrivé à, bon, bref, en fait, le système de non-droit est là. La seule chose qui me tient à cœur et que entends, c'est pour ça que j'y tiens. En tant que syndicaliste, j'estime que le syndicalisme, je ne parle pas des syndicalistes individuellement, ni des syndicats qui sont parfois, tu en as qui sont payés par un tel, ils sont aussi corrompus. Mais le syndicalisme, c'est le seul outil actuellement que je connaisse qui soit réellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, démocratique entre guillemets, parce que on ne fait pas de différence quand on est dans le travail.
On n'a pas de différence à faire entre. Les différences se font dans les compétences qui existent depuis la plus petite entreprise et qui remontent à tous les conseils de toutes les institutions de l'État. Vous avez une représentation syndicale. D'accord? Donc, c'est depuis la base qu'il faut faire remonter cette revendication. Passer par un parti politique, il y aura toujours celui qui est contre, celui qui est machin. Si tu connais un autre système qui est aussi organisé que ça, voilà. Et d'autre part, ce ne sont pas tous des pourris. On a des gens qui sont bien formés, qui connaissent, et les syndicats connaissent parfaitement, nous connaissons toutes les failles dans l'entreprise, toutes les failles de ces gens-là. Il nous suffit à nous d'avoir les bons syndicalistes, on les connaît, de ceux qui savent et qui connaissent les dossiers, et de faire remonter une ou deux questions très très simples, hein, très très simples. Mais vous savez qu'on a la même chose en ce qui concerne l'éducation nationale, avec exactement. le programme Evras et autres qui sont très attaqués par les parents. On a la même chose oui. Au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau de toutes les institutions. Et celle qui tranche à la fin, celle qui a le pouvoir, c'est l'institution judiciaire, qui est la plus corrompue de toutes. Bien sûr. Alors, comment voulez-vous sortir de ce système je te dis, par le bas? Si, il faut commencer à une échelle ou à une autre. Le truc est là, c'est-à-dire que je te donne, ce sont des associations, loi 1901. Si massivement, vous investissez le plus proche de chez vous, hein, vous investissez avec une seule question, une ou deux questions, des questions qu'on doit définir, claires, nettes, et qui vont mettre à mal, puisqu'on attaque là où il y a le pognon, qui vont mettre à mal le système. Vous rentrez chacun, on rentre dans le syndicat de son choix. Je ne donne pas de nom, je ne donne pas de référence, mais qu'avec ça, qu'avec cette question, vous éliminez d'emblée les corrompus, tout ça, ils vont disparaître, puisque les gens à qui on va donner la parole pour aller porter ça en toute transparence, on veut les voir, on veut les entendre, on veut la transparence. On veut qu'ils posent les vraies questions et qu'ils nous ramènent les vraies réponses. Une fois qu'on a fait ça, vous allez immédiatement vous heurter aux techniques de la franc-maçonnerie, car tous les hauts représentants dans tous les syndicats sont dans la franc-maçonnerie et ils ont la technique pour répondre à ça. Donc, on a reçu votre question, elle est très intéressante. Merci, monsieur. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que nous envahissons les syndicats. C'est-à-dire que nous prenons les syndicats. Ah oui, là, c'est beaucoup plus difficile, surtout de... Non, c'est pas difficile. Il s'agit d'une question. Et si tu prends la question de la sécurité sociale, là, de ce qu'on veut, la gabegie, là, quel syndiqué, quelqu'un qui paye tout ce qu'on paye chaque mois à la sécurité sociale sur notre salaire, quel salarié va dire non, je ne suis pas d'accord? Pour poser cette question-là, pour qu'on aille poser cette question-là à notre syndicat et que, en fonction, bien sûr, alors à l'hôpital, ça sera à l'ARS. Après, on va monter au directeur de l'hôpital. Après, à l'ARS. Après, on va monter plus haut. La même question va être débattue et va être posée à chaque fois en demandant pourquoi est-ce que le travail n'a pas été fait correctement? Pourquoi est-ce que ces gens-là ont réussi à imposer? Pourquoi on se retrouve avec des injections qui sont réputées maintenant dangereuses? Et comme je te dis, c'est pas moi qui le dis, la directrice de la NSM, on a les documents. Monsieur Véran, dans son mémoire, le dit, les personnes vaccinées sont, il dit pas pourraient être, il dit sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès. C'est pas moi qui l'invente, c'est monsieur Véran qui l'écrit dans un mémoire du ministère de la Santé au Conseil d'État. Madame la directrice de la NSM, Madame Radinier-Carbonel, elle écrit, elle dit devant le Sénat, on peut le retrouver facilement, elle dit, il y a eu 110 000 déclarations d'événements indésirables, sachant que c'est très sous-estimé. Il y a eu 110 000
uniquement pour les vaccins Covid, contre 45 000 par an, tous médicaments confondus. La question à poser simple, elle est simple. Comment se fait-il que ces médicaments-là soient toujours sur le marché? Monsieur le directeur, c'est pas moi qui le dis, c'est Madame Carboniel. Alors, si vous avez une contestation, si vous contestez les chiffres de la directrice générale de la NSM, il faudra peut-être, il faut m'expliquer comment on peut contester ces chiffres-là. Si vous contestez le mémoire de monsieur du ministère de la Santé qui dit que ce sont des produits dangereux et qu'il y a un risque mortel, allez demander au ministère de la Santé pourquoi ils ont écrit ça. Parce que c'est un mémoire. Un mémoire, il y a des références bibliographiques, il y a des études, il y a tout est marqué dans le mémoire. Il y a des renvois, etc. Donc, c'est pas moi qui pose. Moi, je dis simplement que nous ne posons pas la question. Alors, évidemment, personne ne répond. Et on ne la pose pas de manière ferme. Mais on est en train de nous tuer. On tue nos enfants. Exactement. Et là, dans le rapport Pfizer, c'est encore plus clair. Et c'est direct. Vous savez, je change de sujet, mais je prends nos enfants. Est-ce que vous croyez que moi, je vais faire une différence entre nos enfants qui sont massacrés, tirés au pigeon à Gaza, et nos enfants qui sont torturés, violés à Beth-Aram? Vous faites une différence, vous? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on ne doit pas commencer à se poser des questions et à se dire, bon, on arrête ça. Et les seuls qui peuvent arrêter ça, c'est ceux qui les font, c'est-à-dire nous. Il ne faut pas compter sur les gros. Eux, au contraire, ils se goinfrent de ça. Ils se goinfrent de ça. Donc, ce n'est pas eux qui vont arrêter ça. Là, les seuls moyens qu'on a d'arrêter ça, c'est de nous-mêmes, nous qui nous disons éveillés, de constater que c'est nous qui faisons toute cette merde-là. C'est nous qui faisons ça. À travers tous nos actes, même quand nous dormons, on paye des impôts, on paye des trucs, on paye les taxes, on paye les loyers, on paye le téléphone. Même pendant qu'on dort, on alimente le système. Qui est chargé de trouver parmi nous des gens qui nous tapent dessus pour qu'on ne dise rien? Et on accepte parce qu'on a accepté, tu as une petite compensation par là, celui-là, il a trouvé une prime, celui-là, ouais, mais si je machine, bon, je vais pas avoir de salaire. Attendez, à un moment donné, organisons-nous. On sait pas manger, boire correctement. En France, on n'a pas de quoi manger, boire correctement pour tous les Français. On n'a pas de quoi boire. Vous avez vu le scandale Nestlé? Oui. On n'a pas de quoi. De l'eau de source. L'eau, on n'est même pas capable d'analyser de l'eau de source, de l'eau pure. L'eau que depuis des millénaires, tout le monde boit, tous les animaux, toute la nature, on boit, qui tombe du ciel et qui ressurgit en source. On a réussi à la polluer et à nous dire qu'il faut boire de l'eau en bouteille qu'on a lavée, qu'on a nettoyée, et c'est cette eau frelatée qu'on donne à tous les nourrissons. Moi, j'ai nourri mes quatre enfants comme ça. Depuis de la naissance jusqu'à 2 ans, ils ne boivent exclusivement que de l'eau en bouteille parce qu'on croyait que c'était de la meilleure eau. On s'aperçoit que Nestlé, que c'est une catastrophe, que ce sont des gens qui s'en foutent. Donc, on a empoisonné tous nos enfants. Nous avons empoisonné nos enfants. Parce qu'il ne faut pas me dire que personne ne le savait. Si l'État le savait, c'est que nous qui fabriquons les bouteilles, nous qui sommes sur le terrain, nous le savions aussi. Les syndicats qui étaient là le savaient. Les salariés le savaient. Les responsables le savaient. Donc, oui, mais vous savez, la chaîne, elle est facile à arrêter. Vous avez tous ces gens qui vont jeter toutes ces bouteilles plastiques. Ensuite, vous en avez d'autres qui arrivent, on leur demande avec un bulldozer de faire un grand trou, une fosse énorme. Ils jettent tous leurs déchets là-dedans. Ensuite, on demande à un autre de pousser tous les déchets là-dedans. Ensuite, on demande encore à un autre de remettre de la terre par-dessus et on fabrique une nouvelle colline. Et c'est comme ça qu'on fait les collines à Vittel, qu'on les fait dans toutes les autres. Et donc, chacune de ces personnes a dénoncé auprès de sa famille, auprès de ses amis.
chacun qui a participé a dénoncé à un moment donné. Et c'est pas aller plus loin, parce que si ça va plus loin, il a des ennuis. Voilà. Parce que nous ne sommes pas organisés, nous n'avons pas la question. Je pense que si y avait un syndicat, si les salariés de l'entreprise avaient constaté, pouvaient le voir, tout le monde pouvait le voir, et pouvaient dénoncer d'une manière ou d'une autre, si nous avions les syndicats puisque les journalistes, parce que maintenant c'est les médias, donc si les journalistes faisaient leur travail à ce moment-là, parce que au même point, ils n'ont pas le droit. Mais si, vous avez regardez pour le scandale du sang contaminé, ça a commencé par une personne, hein. Ça a commencé par une personne, hein, qui s'est fait taper dessus, hein, mais qui a dit je lâche pas, je ne lâche pas. Et vous avez vu, ça a été jusqu'à la condamnation. C'était pas, ça s'appelait pas la NSM, ça s'appelait pas la HAS, ça s'appelait je sais plus quoi. Avant la HAS, je me rappelle plus le nom. Mais ça a été, on a eu la condamnation de l'autorité de santé par une personne qui a dit moi je refuse. Et elle a trouvé, alors évidemment elle a trouvé machin, mais si on lui donne, si nous avons les moyens, nous trouvons dans nos réseaux, nous trouvons les moyens de faire savoir ces choses-là et de refuser toutes sortes de compromis dès qu'il s'agit de notre santé. Dès qu'il s'agit on a gagné. Vous voulez dire que le CNT devrait non seulement être l'autorité légitime, c'est-à-dire le peuple souverain, mais être aussi l'Assemblée constituante qui va déterminer les règles de vie du pays, mais en plus aussi aujourd'hui devenir un syndicat et réunir tous les syndicats. C'est très ambitieux, mais... Bien sûr. Quel que soit, pourquoi je dis ça? Parce que je dis que quel que soit le résultat des élections, bien que moi je suis du côté de Étienne Chouard, hein, je pense que c'est vraiment une grosse connerie. Il faut effectivement faire les assemblées constituantes et repartir, casser tout ça. Vous avez Valérie Bugeaud qui fait un travail formidable là-dessus, sur justement la justice, etc. Bon, on a des spécialistes, des gens très très bien formés il y en a beaucoup d'autres, mais des gens qui eux-mêmes sont favorables aux divisions. Et donc des gens moi je dis, c'est pour ça que je dis que quels que soient les résultats, parce qu'on va pousser par là, celui-là va pousser par là, celui-là va... À la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, le lendemain, vous vous retrouvez dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, c'est ça. Voilà. Dans l'entreprise, le salarié, alors ça, c'est mais quel que soit le secteur, le salarié, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on lui demande d'arroser du poison et il le fait parce que, eh ben, il n'y a personne pour le défendre, pour lui dire non, non, tu ne peux pas faire ça. Il n'y a personne parmi les collègues, personne n'a le courage de se pointer devant le patron et de dire non, non, on va arrêter d'empoisonner. Non, on va pas faire ça. Alors, comme je te dis, pourtant, on a des exemples. Et je prends cet exemple c'est pas le seul, hein, mais cet exemple du sang contaminé, nous avons eu une salariée, un médecin, je crois que c'est un médecin d'ailleurs, il me semble, hein, qui a décidé que non, je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser le système. Et pourtant, ceux qui ont été condamnés ont continué dans la politique et sont même arrivés au plus haut niveau. Mais parce que nous les torchons. Qui c'est qui les torche? Qui c'est qui torche Macron? Qui c'est qui leur donne à manger? Qui c'est qui leur donne à boire? Qui c'est qui organise le transport? Qui c'est qui amène les marchandises dans les supermarchés? Qui c'est qui fait tout ça? Après, on nous dit on vend de la merde. Mais qui c'est qui l'amène la merde? C'est bien nous. Ah oui, mais sinon, j'ai pas mon camion, il n'est pas plein, je ne peux pas travailler, etc. Ben, à un moment donné, il faut savoir. Est-ce qu'on est d'accord pour amener la merde dans le supermarché pour empoisonner tout le monde?
ou bien on va trouver un système pour dire aux camionneurs, écoute, non, tu ne vas pas transporter la merde. Est-ce qu'on va arrêter de voir, vous avez vu que le nombre de, là ils sont en train de tuer tous les paysans et tout ça. Quand est-ce qu'on va se mettre à se dire, ben écoutez, on va tous chez le paysan le plus proche de chez nous. Moi j'essaye, hein, là, j'ai du mal, hein, j'ai beaucoup de mal en Martinique, j'ai énormément de mal à pouvoir manger. Je vais chercher mon eau de source à 40 km de chez moi. J'essaye c'est ça c'est mon problème, alors que je suis sûr que dans les bois à côté, là, mais je ne les connais pas, les sources qui sont proches de chez moi. Il y a des sources, mais je suis obligé d'aller dans une source qui est connue, mais qui se retrouve à 40 km de la maison. Bon. Mais il faut aller vers nos essentiels. Comme je te dis, nous avons des essentiels. Les gens à qui on va éduquer, qu'on va reprendre notre éducation pour nous dire que une parole, c'est une parole. Une parole donnée, c'est une parole donnée. On n'a pas besoin d'écrire. On n'a pas besoin de machin. Il faut qu'on ait confiance. Et la confiance, elle ne se fait que sur la vérité. Donc, c'est spirituel aussi. Hein. Attention, hein, parce que moi, je suis pas pratiquant de religion, mais je suis très spirituel. Je pense que nous avons quelque chose à démontrer et que sans cette spiritualité qui fait l'humanité, en fait, nous ne sommes rien. La preuve, c'est que vous voyez, les religions, c'est quoi? C'est que celui-là massacre celui qui est à côté. C'est-à-dire, tout le monde dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tout le monde dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais le Dieu de l'Adventiste, c'est pas le Dieu du témoin de Jéhovah, c'est pas le Dieu du juif, c'est pas le Dieu du musulman, mais il y en a qu'un. Et il est tellement puissant que, au nom du Dieu catholique, tu peux exterminer tous les autres dieux qui sont à côté. Au nom du Dieu musulman, tu peux exterminer tous les autres dieux, tous les gens qui sont de notre Dieu. Et au nom du Dieu juif, tu peux exterminer tous les autres dieux qui sont à côté. Donc on n'est pas un peu malade. S'il y a un Dieu, il y a un Dieu. C'est pour ça que la spiritualité aujourd'hui appartient beaucoup aux gens qui ne sont pas dans les religions. Voilà. Donc, de moins en moins, les vrais spirituels. Parce que effectivement, et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, Bétaram, c'est pour apprendre aux enfants à aimer Dieu, hein, qu'on les viole et qu'on les torture et qu'on les viole. Donc quand on est capable d'accepter ça, je ne comprends pas en France, je ne comprends pas. Enfin moi, je ne comprends pas comment est-ce que ça, on n'a pas fermé ça, on n'a pas fait un audit de toutes les maisons, de tous les trucs privés. Et tous les réseaux pédocriminels sont protégés par le haut. Mais vous attendez, nous qui avons les caméras, nous qui sommes là, vous voyez les jeunes là qui ont les caméras, ils voient ma ceinture de sécurité. Quand je roule, ils voient ma ceinture de sécurité. Mais on voit pas le pédocriminel rentrer à Bétaram. On voit pas le pédocriminel. Non, donc en fait, c'est nous. Si on a envie de les voir, on les voit. On est capable de voir les trous noirs à des milliards d'années-lumière de chez nous, mais le truc qui se passe devant nos yeux, on ne le voit pas. C'est-à-dire que là où on met tous nos enfants, c'est-à-dire à l'hôpital, on a vu qu'il y a des gens qui les violent. À l'école, il y a des gens qui les violent. Au sport, il y a des gens qui les violent. Partout, à l'école. Et ceux qui donnent les témoignages n'aboutissent jamais à rien. Donc en fait, on sait que beaucoup de juges sont là-dedans. Donc en fait, nous fermons les yeux. Faut pas me raconter d'histoire. Tu peux pas violer plusieurs centaines d'enfants pendant plusieurs dizaines d'années et puis dire que personne, ni le médecin n'a rien vu, les gens qui travaillent là n'ont rien vu, les politiques n'ont rien vu, les secrétaires n'ont pas entendu les cris des enfants, la médecine d'école scolaire n'a rien vu, le directeur et jusqu'au ministre qui met ses enfants là et qui nous dit j'ai mis mes enfants là et donc c'est pour ça que j'ai rien vu. Et c'est lui qui prétend pouvoir voir l'avenir de la France. Et tout le monde applaudit.
Et on le met, et il est resté ministre et il va toucher une grosse retraite. Il a pris plein de pognon et il est resté 6 mois. Je ne sais pas combien de mois. Il est resté 6 mois. Il a raconté sa vie. Il a menti devant tout le monde, disant je ne sais rien, je ne sais rien. Ah si, je savais. Si j'ai demandé, non, mais je ne sais rien, je sais rien, je sais rien. Finalement, rien du tout. Donc à un moment donné, c'est pas le ministre que moi je condamne. Moi, je condamne tous les gens qui sont autour et qui étaient là. Personne n'a entendu le cri des enfants. Personne n'a vu. Personne. On n'est pas capable de s'organiser pour empêcher ça. Eh bien, si on n'est pas capable de s'organiser pour empêcher ça, eh bien, c'est bien fait ce qui nous arrive. Hein. Et ça va continuer. C'est bien parti pour, mais bon, on va essayer d'empêcher ça. Et on va le faire à la fois à votre manière et à la fois en continuant dans notre voie, c'est-à-dire déjà de réunir tous les mouvements qui se disent opposés à tout cela et de les réunir en un seul pour disposer des gens qui vont être véritablement capables d'être actifs, des gens qui sont prêts à se dire je mangerai moins bien, mais je fais. Et donc, on commence à avoir pas mal de mouvements qui ont déjà rejoint le CNT. On attend et on voudrait aussi avoir des gens plus importants, ceux qui ont déjà réussi, grâce aux techniques de la République, à capter énormément de monde et qui sont soutenus par les grands médias. Mais bon, on continue. De toute façon, ça fait longtemps déjà qu'on se bat pour dénoncer tout ça. Moi, je le dénonçais par avance, c'est-à-dire que, ayant pris connaissance de leur plan complet, dans les années 90, j'ai commencé à écrire un livre au début des années 2000 en disant ça y est, ils lancent leur programme. Et dans ce programme, j'ai annoncé tout ce qui allait se passer. Et tout ce qui s'est passé depuis 20 ans est écrit dans ce livre que j'ai écrit il y a 20 ans, y compris donc le grand chaos avec les guerres civiles et les guerres mondiales qui vont suivre, etc. Et tout ça est en route. Il n'y a que les gens qui veulent fermer les yeux, qui ne veulent pas s'en apercevoir. Donc, on va continuer. Merci en tout cas, Michel, d'avoir, pour tous les gens qui sont là, qui nous écoutent, vous connaissent maintenant un peu mieux et se rendre compte qu'effectivement, vous avez un schéma de pensée qui est juste, extrêmement difficile à mettre en route, mais qui est juste et qui sera en fait finalement ce qu'est le CNT. Ce Conseil national de transition, il est déclaré officiellement à l'ONU pour être une autorité légitime en France. Ça veut dire que l'autorité française devient tout le monde. Tous les Français, jusqu'au plus petit, jusqu'au balayeur chez Betaram, qui lui aussi est un des membres. Et donc, c'est là où on va complètement changer notre monde. Mais c'est un concept extrêmement difficile à faire valoir. C'est individuellement, effectivement, qu'on doit commencer à se changer mentalement et accepter. Il faut l'accepter. Il faut qu'on accepte le fait que, comme je te dis, que nous, chacun d'entre nous, c'est nous qui faisons ce monde. Hein. C'est personne d'autre. Hein. C'est nous qui le faisons. Donc, s'il y a quelque chose à changer, eh bien, on va se changer nous. Comme ça, on va le changer. Pour être libre, il faut être responsable. Voilà. Et donc, voilà. Et je pense que, comme j'ai fait au niveau, comme je dis, le tour de la question est vraiment ceux qui participent, ceux qui construisent, ceux qui inventent, ceux qui font le travail, ceux qui sont les travailleurs. Donc, c'est eux qui sont à la base, parce que tout est organisé pour tout donner au patron. On n'a qu'une seule terre. Hein. En fait, il n'y a rien qui change. Hein. C'est la même terre depuis l'Antiquité, depuis que la terre est terre. Hein. C'est la même. Hein. C'est nous qui sommes en train de changer les choses, de changer le fonctionnement de l'environnement. Et on l'a changé pour le détruire, parce qu'on nous a dit on pouvait tout faire. Donc, on a détruit les forêts, on a détruit les machins, on a tout détruit. On a détruit les animaux, on a détruit les champs. Dès qu'on est arrivé ailleurs, dans n'importe quel paradis, la Martinique, c'est un petit paradis. En Martinique, on a mis du chlordécone, on a détruit les sols, on détruit les forêts, on a détruit tout la biodiversité. Moi, je suis plongeur. La mer, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a réussi à vider l'océan, les 3/4 de la planète, l'océan.
comme personne ne voit ce qu'il y a dedans, ne voit ce qu'il y a en dessous, eh bien, on a réussi à vider les 3/4 des océans. Donc, en fait, nous sommes une espèce de cancer mais on a cette humanité en nous qui fait qu'on est capable de réfléchir et de se dire, bon, écoutez, on va arrêter à un moment donné, il faut qu'on arrête. On va arrêter nos conneries. Ouais, faut qu'on commence. Et la seule manière de le faire, moi je dis, la manière la plus rapide, c'est vraiment parce que institutionnellement, c'est déjà en place. On n'a pas besoin de faire d'autres efforts. Toute la filière est déjà en place, depuis l'usine jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et il y a tous les trucs. Il suffit simplement que les bonnes volontés investissent. Et comme je dis, eux-mêmes, ils font des erreurs. Donc, on repart sur leurs erreurs. Et c'est avec leurs erreurs qu'on remonte les filières. Aussi bien à l'éducation nationale que dans la santé, que dans le commerce, que dans les trucs, etc. Et à partir de là, ben voilà, je pense que on va commencer peut-être à se sentir mieux parce qu'on aura été vers nos essentiels à nous. Je répète encore une fois, allons vers nos essentiels. Choisissons nos essentiels et allons vers nos essentiels, c'est-à-dire les gens qui vont nous donner de la bonne bouffe à bouffer, qui vont nous donner de la bonne eau à boire, déjà, et autour de nous, nous avons des professeurs, nous avons des instituteurs, autour de nous, nous avons des infirmiers, nous avons des sages-femmes. Je rappelle que ça, c'est encore un autre combat que je tiens à mener, mais que je n'ai pas encore bien égal. Mais je rappelle que la maternité, ce n'est pas une maladie, que depuis des millénaires, les femmes ont accouché toutes seules et dans des conditions beaucoup plus dramatiques et elles faisaient 10-12 enfants, hein, sans problème. Donc, il faut que les gens réapprennent à renouer avec la naissance, avec la maternité. C'est pour ça que je dis que c'est les femmes qui vont tout faire, parce que c'est les femmes qui connaissent ce secret. Elles sont capables comment je dirais, de créer la magie de la vie. C'est elles qui le font. Donc c'est elles qui vont réussir à faire ça. C'est pas nous. Elles vont, et à un moment donné, si les femmes se disent, c'est elles qui font ça. En 9 mois, hein, elles transforment son corps complètement. Elles continuent à manger la même chose. D'accord? Et elle te crée magiquement, elle te crée une vie. Avec des ongles, des yeux, des machins, des poumons, du cœur. Donc, c'est quand les femmes auront décidé que c'est elles qui vont commander, qui vont faire ça, quand elles auront décidé qu'on arrête nos conneries, eh bien, tout le monde arrêtera ses conneries. Eh bien, écoutez, je vous écoute avec plaisir parce que c'est exactement ce que nous pensons. C'est pour ça qu'on a beaucoup de femmes qui nous rejoignent et je suis entièrement d'accord avec vous. La femme a une conscience bien plus élevée que l'homme, en règle générale, sur le sens de la vie et sur les valeurs morales et les valeurs éthiques. Et je me rappelle de ma petite enfance, le temps que les infirmières pouvaient passer avec un patient dans les hôpitaux, où elles prenaient le temps de rassurer l'enfant, de le tranquilliser, de parler gentiment. Enfin, je ne sais pas, c'était une merveille. Et aujourd'hui, on les voit cavaler, n'ont plus le temps de parler de personne, etc. C'est dès qu'on est rentré dans comment on appelle ça, la commercialisation. Ouais. Et on a pris ce qu'on appelait l'activité à l'acte. Hein. En fait, on nous a dit que finalement, moi je suis cadre de santé. Hein. Je prends un exemple très simple. Vous prenez deux soignants. Vous en avez un qui fait comme vous dites et qui va demander à la personne comment vous allez. Est-ce que vous allez sortir? Est-ce que vous avez quelqu'un pour s'occuper de vous? Est-ce que vous avez l'assistance sociale? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et l'autre qui vient faire son acte de soin, qui est très gentil, bonjour madame, etc. Hop, je vais vous faire une petite piqûre, nanana, et qui fait sa piqûre et qui se casse. Quand il y en a une qui en fait 15 dans la journée, l'autre, elle en fait 6 ou 7. Ouais. Et en tant que cadre de santé, il faut noter là où il y a les chiffres, c'est-à-dire les actes. Donc, celle qui sera le moins bien notée, c'est celle qui a pris le temps. Okay. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que je dis, on est dans le système et nous avons participé au système et nous faisons le système. Et nous avons créé nous-mêmes, parce que la tarification à l'axe, elle n'est pas sortie comme ça, c'est nous qui l'avons inventée. Et comme on leur a donné l'idée, ils l'ont prise, ils l'ont mise, et puis ils ont dit, bon, mais c'est une très bonne idée, on va pouvoir
Comme le dit très bien Naomi Wolf lorsqu'elle parle du rapport Pfizer Papers, là où on passe le plus de temps et là où on vous reçoit immédiatement et en prenant beaucoup plus de temps, c'est au moment où vous entrez à l'hôpital pour qu'on prenne tous les détails sur vous et votre carte de crédit. Ça, c'est le plus important. Par contre, après, une fois que vous êtes aux urgences, ça peut durer des heures. Eh bien, un grand merci, Michel Toulas. C'est moi qui vous remercie beaucoup. C'est aussi une petite leçon philosophique Ok. sur la vie et qu'on va retenir et développer. On va essayer de faire bouger cette vidéo le plus possible. Je ne sais pas combien de personnes nous suivent, mais je sais que chacun d'entre eux va transmettre cette vidéo et écouter vos propos qui sont parfaitement justes Ah oui, et complètement dans le schéma. justement, on pourra tu m'enverras le lien pour la revoir. Tout Ok, à fait. merci. Eh bien, à bientôt alors. À bientôt, Michel. Bye. Merci à tous d'avoir été assez patients pour nous suivre jusqu'au bout et on va s'arrêter là maintenant et mettre en pratique ces concepts philosophiques grâce à Michel. Le CNT remet un petit peu en vigueur notre responsabilité à chacun, nous assumer, chacun assumer nos valeurs et être responsable. Si on veut être libre, il faut être responsable. Merci à tous, une bonne fin de soirée. Merci à tous.